بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Très chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission intitulée Al-Haqiqa, la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité concernant la communauté musulmane Ahmadiyya. Comme vu dans notre précédente vidéo, les Ahmadis, malgré les persécutions, que ce soit au Pakistan, en Algérie, dans certains pays, repoussent le mal par le bien. Nous allons vous montrer comment un homme nommé Sir Zarfullah Khan Sahib, qu'Allah soit content de lui, paix à son âme, a mis en pratique ce bel enseignement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en contribuant indirectement à l'indépendance de l'Algérie. L'indépendance a marqué les Algériens. Les Algériens qui, souvenez-vous, cela s'est passé en 1962, la joie des Algériens. Une histoire historique que nous pouvons consulter dans des archives, des photos, des agences de presse. On tombe sur des images datant du 5 juillet 1962 et des jours qui l'ont précédé et suivi. Un jour historique qui a couronné la plus grande révolution du XXe siècle, mis fin à l'occupation française et a abouti à l'indépendance de l'Algérie. Le peuple algérien, qui a longtemps souffert des affres du colonialisme, a voté massivement en faveur de l'indépendance lors du référendum d'autodétermination et est descendu dans les rues célébrer sa liberté arrachée au prix d'innombrables sacrifices. Pour beaucoup d'Algériens, aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, il est difficile de se mettre dans la peau de leurs concitoyens en 1962 et d'imager leur état d'esprit ce jour-là. Ces clichés donnent néanmoins l'aperçu de ce qu'était l'effervescence populaire ce jour-là. Dans les yeux des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, on peut lire la confiance et la promesse de l'indépendance et du projet national. On voit la joie d'un peuple qui reprend sa liberté 132 ans après, un sentiment plus fort que tous les mots indescriptibles. Alors, je tiens à vous présenter aujourd'hui nos deux invités, Djelali Rezik Sahib, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et monsieur Ghislain Kine Sahib, assalamu alaikum. Alors, première question, Djelali. Que vous évoquent ces images et pourriez-vous nous rappeler les circonstances de cette guerre tragique? Oui, alors, à chaque fois qu'on voit ces images, et notamment cette vidéo qui nous a été montrée, on ressent déjà la joie des Algériens de pouvoir récupérer finalement leur pays, de pouvoir être indépendants, de pouvoir avoir leur propre, finalement de pouvoir gérer leur propre sort, il est entre leurs mains. Donc finalement, c'est quelque chose de magnifique et indescriptible, hein, comme vous l'avez décrit dans votre introduction. Mais en même temps, c'était, on va dire, quasiment 130 années, quelquefois difficiles aussi pour les Algériens. Parce que je vais vous faire un petit bref rappel historique, parce que je pense que c'est important de se remémorer ce qui s'est passé. Donc la France a colonisé en fait, l'Algérie en 1830. Donc dès 1830, il faut savoir qu'il y a eu déjà une opposition des autochtones algériens par rapport justement à ce colonisateur donc français qui, selon les Algériens, venait pour envahir leur pays. Et ils ont eu à ce moment-là l'intervention d'une figure emblématique, il s'agit de l'émir Abdelkader,
qui est un opposant farouche à cette colonisation et qui a livré plusieurs batailles contre justement le gouvernement français à cette époque pour tenter de résister et tenter de conserver leur pays tel qu'il était. Donc il a d'ailleurs essayé d'allier plusieurs entités algériennes pour essayer de lutter, et donc il a lutté quelques années contre justement ce gouvernement français qui tentait de s'installer en Algérie. Donc beaucoup plus tard, on a eu, je vais citer deux personnes, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y aurait beaucoup à dire, on ferait une émission que sur la guerre d'Algérie, et là c'est pas le sujet. Je vais citer aussi l'imam Ben Badis, qui est une figure aussi emblématique et très connue en Algérie. Donc l'imam Ben Badis, au fait, c'est un responsable d'association, l'association les savants musulmans d'Algérie, donc qui a créé cette association et qui enseignait beaucoup justement aux enfants, qui a ouvert de nombreuses écoles très très connues. Il y a d'ailleurs un jour qui lui est dédié, qui s'appelle Yawm al-Ilm, qui est important, je pense, par rapport à notre sujet. Yawm al-Ilm, c'est-à-dire le jour de la connaissance, qui est célébré le 16 avril, qui a été célébré récemment en Algérie. Donc lui, en 1930, l'imam Ben Badis, grâce notamment à ses fonctions de journaliste, a écrit énormément de choses par rapport à ces forces coloniales qui tentaient justement, qui ont envahi donc l'Algérie. Donc il a réagi avec des articles pour défendre justement les compatriotes algériens qui luttaient contre cet ennemi à ce moment-là. En même période, on a eu l'intervention de Messal el-Hadj. Messal el-Hadj, pareil, c'est une figure très connue aussi en Algérie. Donc en 1927, lui, il a tout simplement demandé l'indépendance de l'Algérie. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, qu'il a donc créé son parti, qui dans un premier temps s'est appelé le PPA, puis ensuite le MTLD, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Et dans ce mouvement, donc le MTLD, il a créé un corps armé qui s'appelle l'organisation spécialisée, qui vise justement à lutter contre le gouvernement français, pour justement tenter d'avoir l'indépendance. Se sont joints à lui deux figures, encore une fois, très connues en Algérie. Il s'agit de Hussein Ait Ahmed, résistant algérien, et puis de Ben Bella, qui va devenir par la suite président de la République démocratique algérienne. Donc ces deux personnalités l'ont rejoint. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait aussi à cette époque-là un autre parti qui était créé au même moment que Messal el-Hadj. Il s'agit du parti de Ferhat Abbas, qui avait créé son parti, le MNA, qui était un parti beaucoup plus modéré. Lui était beaucoup plus pour une discussion, une diplomatie avec le gouvernement français afin qu'il leur laisse beaucoup plus de droits. Mais finalement, au bout d'un certain temps, Ferhat Abbas a fini par rejoindre le mouvement, le FLN. Le FLN, j'en parle parce qu'à un moment donné, le parti de Messal el-Hadj s'est divisé. Certains n'étaient pas d'accord avec le fondateur de Messal el-Hadj, du MTLD, et donc ils ont créé leur propre parti qui est devenu par la suite le FLN, le Front de Libération Nationale, qui est né en 1952 à peu près. Alors qui est devenu le parti de Messal el-Hadj? Il a fini finalement par se dissoudre, victime d'un manque de popularité auprès des résistants eux-mêmes, mais aussi auprès de la population algérienne. Donc le parti qui a été créé par Messal el-Hadj, il s'agit du MNA, qui a été dissous. Et puis, comme je vous l'ai dit, Ferhat Abbas a rejoint, voyant ce qui se passait par rapport aux Algériens. Donc il a fini par cesser, il ne croyait plus finalement à cette négociation avec le gouvernement français. Donc il a fini par rejoindre le FLN et finalement un parti beaucoup plus virulent à l'égard justement du gouvernement français. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'officiellement, la guerre d'Algérie a commencé en 1954. Donc comme je viens de l'expliquer, on le voit bien, elle a commencé finalement bien avant. Alors ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que les Français ne l'ont pas appelée finalement guerre d'Algérie,
cette expression est venue beaucoup plus tard. Au départ, les Français préféraient dire les événements d'Algérie. Ils parlaient des événements d'Algérie. Pour eux, ce n'était pas une guerre d'Algérie. Ce n'est que récemment, en 1999, qu'il y a eu ce terme qui a été employé. Ça a été reconnu comme une guerre, et guerre d'Algérie, mais que très récemment, en 1999. Alors maintenant, en ce qui concerne, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, 1956, on a dénombré à peu près 600 000 militaires français qui étaient sur le pays algérien. De l'autre côté, on avait donc l'ALN, c'est-à-dire l'Armée de Libération Nationale de l'Algérie, donc qui a été créée par le FLN. On comptabilisait à peu près 100 000 hommes, selon les sources algériennes, ça dépend toujours des sources, et entre 50 000, 60 000 selon d'autres sources. D'accord. Donc 600 000 hommes du côté français et 100 000 hommes du côté algérien. Donc voilà, ça c'est important pour bien comprendre la situation. J'aimerais aussi rappeler un épisode important de cette lutte pour la libération de l'Algérie. C'est concernant Ben Bella, qui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, va devenir le futur président de la République démocratique algérienne. Pour la petite histoire, Ben Bella en fait, a été arrêté dans les années 50. Et Ben Bella donc, a été mis en prison. En Algérie ? En Algérie, tout à fait. Donc en Algérie, il a réussi à s'évader donc des prisons algériennes. Et pas tout seul, il s'est évadé avec Hussein Ait Ahmed et aussi Mohamed Kider. Ils sont évadés en 1952. Donc ensuite, il a été dans les pays tels que l'Égypte, etc. Donc il a voyagé à cette époque-là. En Égypte, il a été hébergé un petit peu par les Égyptiens. Il a voyagé au Maroc, il a tenté de voyager en Tunisie. Vous allez voir pourquoi je dis tenter. C'est un peu le deuxième épisode. Le deuxième épisode, au fait, il était au Maroc et il devait se rendre pour un sommet musulman, pour un sommet arabe en Tunisie. Ok. Et donc, il se trouvait au Maroc, et pour voyager, donc, il était dans son avion, prêt à partir en Tunisie. Et à ce moment-là, en fait, son avion a été détourné. Donc, l'autorité française a préparé finalement ce détournement d'avion. Donc, ils ont détourné l'avion et ils l'ont fait atterrir en France. Il était seul ? Non, il était accompagné. Il était accompagné donc il y avait Ben Bella, Hussein Ait Ahmed, Mohamed Kider. Il y avait l'Ashraf, et puis il y avait aussi Boudiaf, personnalité aussi connue en Algérie. Alors, donc ils ont été emprisonnés, et cela jusqu'en 1962. En 1958, Ben Bella et Ait Ahmed et Boudiaf et Kider et l'Ashraf sont désignés comme les négociateurs du FLN, alors qu'ils se trouvent en prison. Et Ben Bella, en prison, sera élu vice-premier ministre du gouvernement provisoire algérien. Pendant ce temps-là, rappelez-vous, Ferhat Abbas, qui lui avait son parti, l'UDMA, qui a rejoint le FLN, lui, à ce moment, il est donc le premier président du GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République algérienne. D'accord. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, on est vraiment... 1962. On est au seuil de l'indépendance. En mars 62, c'est à ce moment-là qu'il y a les accords d'Évian qui sont signés avec un accord de cessez-le-feu qui a été promulgué entre la France et l'Algérie. Le 3 juillet 1962, De Gaulle, le général de Gaulle, qui reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Et enfin, le 5 juillet 1962, il y a eu la proclamation de l'indépendance nationale de l'Algérie. Et c'est de là justement que viennent ces images que nous avons vues ensemble. Et Ben Bella, en 1963, est le nouveau président de la République algérienne démocratique et populaire. Est-ce qu'on connaît à peu près le nombre de victimes qu'il y a eu pendant cette guerre? Oui, alors effectivement, on a des estimations, estimations, encore une fois, en fonction des sources, c'est très très compliqué. Il y a aussi beaucoup de propagande à cette époque-là, donc on ne sait pas trop effectivement sur quel chiffre on peut s'appuyer. On a une estimation de 300 000 à 500 000 personnes décédées du côté algérien, donc des chiffres annoncés par du gouvernement français. Une source française du Par contre, le gouvernement algérien annonce, lui, plus d'1 million
1 million d'Algériens décédés, de Shuhada décédés dans le cadre de la guerre d'Algérie. Le double. Voilà. Donc, au niveau du côté français, Il y a eu des on victimes. a estimé 30 000 victimes. 30 000 morts. 30 000 morts et 30 000 victimes du côté français. Donc, c'est un bilan très lourd. Très très lourd. Une guerre qui a de lourdes conséquences sur la population algérienne, qui finalement s'est finie par un jour de joie comme celui que nous avons vu là. Au niveau de l'indépendance. Voilà, qui donc a laissé justement l'indépendance à l'Algérie et à son autonomie. Merci Djilali pour ce rappel historique. Je me tourne maintenant vers vous, Ghislain Sahib. Je parlais en début d'émission de Sir Mohamed Zafrullah Khan. Rahmatullah. Pourriez-vous nous expliquer comment a-t-il contribué à favoriser l'indépendance de l'Algérie? On va revenir sur un point un peu historique. Sir Zafrullah Khan a accordé une aide extraordinaire à l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance. Comme nous l'a rappelé Djilali tout à l'heure, Ben Bella et ses camarades se sont évadés en 1952 des prisons françaises. Ils ont fui en Égypte, au Caire, mais ils étaient poursuivis par les autorités françaises. Ils ne pouvaient pas se déplacer ou très très difficilement. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Sir Zafrullah Khan, qui était donc à l'époque ministre des Affaires étrangères du Pakistan, et aussi, rappelons-le, membre de la communauté musulmane Ahmadiyya, a donné, par prérogative, a donné un passeport diplomatique pakistanais à Ben Bella. C'est grâce à ce passeport diplomatique donné par Sir Zafrullah Khan Sahib, qui est de la communauté musulmane Ahmadiyya, qu'ils ont pu se déplacer. Grâce à ce passeport diplomatique, on l'entend aujourd'hui, même en 2017, que dès qu'on a un passeport diplomatique, une voiture, corps diplomatique, nous sommes immunisés. Et bien, à l'époque, grâce à ce passeport remis par les autorités pakistanaises, au travers de Sir Zafrullah Khan, Ben Bella et ses camarades ont pu se déplacer là où ils en avaient besoin pour exprimer leurs convictions et poursuivre le combat pour l'indépendance de l'Algérie. C'était très important. Et donc, c'est par ces faits que nous pouvons dire aujourd'hui que le Pakistan a soutenu l'indépendance et a soutenu l'indépendance de l'Algérie et du FLN à ce moment-là. Il est clair aussi que Sir Zafrullah Khan n'a pas donné simplement à Ben Bella, qui faisait partie du FLN, mais également à Ferhat Abbas. Ferhat Abbas a eu également un passeport diplomatique pakistanais. Donc pendant un temps, on peut même dire que ces personnes étaient pakistanaises quelque part. Mais c'était dans le cadre de leur combat. Et c'est pour ça que il est important de noter que le Pakistan, au travers de Sir Zafrullah Khan, a participé activement par des gestes, mais plus que symbolique. Ce n'est pas symbolique de donner un passeport diplomatique qui permet et qui délivre l'immunité à différentes personnes pour qu'elles puissent poursuivre leurs convictions, leurs combats ou avancer leurs idées. Et c'est pour ça que l'espace qui a été donné, quand je dis l'espace, c'est pas simplement de dire la liberté, mais cette liberté qui a été donnée au travers de ces passeports diplomatiques a permis à Ben Bella et ses camarades de poursuivre les combats et à poursuivre leurs combats, même si, comme l'a dit tout à l'heure Djilali, ils ont enfin été détournés, mais par des moyens totalement illégaux, par des moyens totalement détournés, parce que à ce moment-là, les autorités françaises étaient furieuses par ces actions faites par Sir Zafrullah Khan, par le Pakistan, d'avoir donné ces passeports diplomatiques, d'avoir délivré ces passeports. Ils étaient furieuses, mais il s'est passé une chose claire. Sir Zafrullah Khan, étant ministre des Affaires étrangères du Pakistan, a présenté et a expliqué lui-même à l'ONU, face à l'ensemble des États du monde, qu'il avait les prérogatives de le faire et la volonté de le faire, parce que pour lui, ses convictions personnelles, au-delà de sa propre fonction, étaient véritablement de défendre les libertés des peuples et la paix. Voilà en quelques mots pourquoi nous parlons, nous, de Sir Zafrullah Khan, en quelques gestes, qu'est-ce qu'il a pu faire dans le cadre de l'indépendance de l'Algérie. Jazakallah, c'est un très beau rappel de Sir Zafrullah Khan. Djilali, comment était perçu Sir Zafrullah Khan par la communauté internationale? Oui.
Alors effectivement, c'est une question intéressante pour comprendre aussi le personnage, parce que effectivement, il avait des convictions personnelles qui vont de pair aussi avec le fait qu'il soit musulman ahmadi, rappelons-le. On l'a rappelé dans de précédentes émissions, l'objectif de tout à chacun, c'est de servir au mieux son pays, de défendre les libertés d'autrui, de vouloir instaurer la paix, de repousser le mal par le bien. Et ici, justement, Zafrullah Khan l'illustre à sa manière. C'est-à-dire que ça allait au-delà de ses fonctions. Il y avait effectivement d'autres ministères qui auraient pu le faire, mais c'est Zafrullah Khan l'Ahmadi, alors que l'Ahmadiyya était né en 1889, donc là on est dans 1900 et quelques, donc l'Ahmadiyya était connu, et à ce moment-là, on l'a laissé faire, parce qu'il prenait la défense des musulmans, il prenait la défense des pays qui étaient colonisés, parce que c'est aussi dans les convictions personnelles de Zafrullah Khan. C'est-à-dire que, comme on le dit souvent, l'Ahmadiyya vient aussi pour... C'est une renaissance de l'esprit moral et spirituel. Et on revient justement retravailler tout ça, c'est quelque chose de très très important. Alors il faut savoir que justement que Sir Zafrullah Khan a réalisé des efforts vraiment considérables pour obtenir la liberté, pas que de l'Algérie, mais de la Palestine aujourd'hui, de la Palestine, de la Libye, du Maroc, de la Tunisie, autre que l'Algérie, bien entendu l'Algérie. Alors il faut savoir qu'on a d'illustres personnages qui ont parlé à son sujet, de son implication, de sa forte implication. On a le roi Hussein de Jordanie, qui était une personnalité très connue à cette époque, qui lui a décerné en fait l'étoile de Jordanie, c'est-à-dire la récompense civile la plus haute de la Jordanie à cette époque. Et d'ailleurs, le roi Hussein ibn Talal, dans un hommage personnel à sa mort, le roi a déclaré, je cite, il était en effet un champion de la cause arabe. Un champion de la cause arabe. Un champion de la cause arabe. On a d'autres personnalités, je vais en citer quelques-uns aujourd'hui. Donc on a Mohammed Fadel al-Jamali. Mohammed Fadel al-Jamali, qui était l'ancien premier ministre irakien, il a écrit un très bel hommage à sa mort. Je me permets juste de lire ce petit passage. Je ne l'ai pas appris par cœur, j'en suis désolé. Je vais juste vous le citer. Alors, il dit, en fait, aucun arabe, aussi capable et compétent soit-il, ne pouvait servir la cause de la Palestine d'une manière où cet homme distingué et grand se dévouait. Mais il faut reconnaître que Mohammed Zafrullah Khan occupe une position prépondérante dans la défense des Palestiniens dans ce différend. Nous acceptons de tous les Arabes et adeptes de l'islam qu'ils n'oublieront jamais ce grand combattant musulman. Les services de cet homme pour l'indépendance de la Libye méritent aussi l'admiration. Aux Nations Unies, sa lutte pour les droits des Arabes a formé la base d'une amitié solide et durable entre nous. Voilà ce qu'a écrit Mohammed Fadel al-Jamali, qui était l'ancien premier ministre irakien à cette époque-là. On a un autre article aussi qu'on retrouve dans le Dawn de Karachi, qui est le premier journal pakistanais, qui était énormément lu. On a compté plus de 800 000, suivi par 800 000 lecteurs. Il est écrit dans ce journal, qu'on peut retrouver facilement, il a gagné le respect et l'admiration des nations arabes et autres musulmans en tant que défenseur de leurs intérêts. Là, on voit bien que Sir Zafrullah Khan était impliqué de par sa fonction, mais aussi de par ses convictions personnelles. Il faut savoir que les dirigeants de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, ont emboîté le pas par rapport au roi Hussein de Jordanie et ils l'ont honoré d'une façon impressionnante parce qu'ils lui ont donné les plus hautes récompenses civiles de leur pays. On parle de l'Algérie, on parle du Maroc, de la Tunisie, de la Libye. Donc il faut savoir, pour conclure, il faut savoir que Sir Mohammed Zafrullah Khan était un grand leader qui a soutenu en fait la cause de la libération du monde arabe.
dans les années 50 à 60. C'était un musulman ahmadi dévoué. On le verra juste après, Gislain vous en parlera. Un grand, et c'est surtout un grand ami du monde arabe et hautement honoré par nombre de nations islamiques. Jazakumullah d'avoir partagé toutes ces informations ô combien oubliées et passionnantes. Je me retourne vers vous, Gislain. Pourriez-vous nous présenter cet homme extraordinaire en nous parlant de sa carrière et de sa croyance, de sa religion? Alors je vais essayer d'être assez concis parce qu'on pourrait en dire beaucoup de choses. On pourrait même faire une simple émission sur cet homme, quelque peu oublié de l'histoire. Donc Sir Zafrullah Khan est né le 6 février 1893 à Sialkot, en Inde, encore à l'époque. Il fait ses études en Inde et obtient le Bachelor of Laws, on dirait aujourd'hui, donc le titre d'avocat, du King's College de Londres en 1914. Il a 21 ans. Donc il pratique le droit à Sialkot, à Lahore, en Inde. Il est également un petit peu professeur de droit à l'université de Lahore. En 1926, il devient membre du conseil législatif du Pendjab. Donc il fait ses entrées dans le monde politique indien, indo-pakistanais, on peut le dire. Sachant qu'en parallèle, n'oublions pas que le père de Sir Zafrullah Khan, Chaudhry Nasrullah Khan, était un compagnon de Mirza Ghulam Ahmad, Du Messie premier alayhi salam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et donc, en tant qu'Ahmadi, Sir Zafrullah Khan a occupé la fonction d'amir, c'est-à-dire président de la Jamaat de Lahore, entre 1919 à 1935. Il a été le représentant actif de la communauté musulmane Ahmadiyya de Lahore. Et c'est ainsi qu'il a pu servir comme secrétaire auprès de calife Atoum Masih II, notre deuxième calife de la communauté, au sein et lors des Majlis Shura, événements qui se passent tous les ans. Mais là, c'est l'ensemble de la communauté qui se réunit au niveau de la direction. Il a été secrétaire de ces événements pendant plus de 17 années successivement. Donc ça, c'est son implication personnelle au sein de la communauté. Un membre actif. Un membre très actif et très reconnu pour être secrétaire auprès du calife. Il me semble, à un moment donné. Et il a été donc amir de Lahore. Sachant que en mars 1958, Sir Zafrullah Khan a fait la Umrah. Il s'est rendu en Arabie Saoudite. Très important, il se rend en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj. Tout à fait. Il se rend même dans le sanctuaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important, en Arabie Saoudite. On nous taxe que les Ahmadis ne font pas le pèlerinage à la Mecque. Mais c'est faux. Même à ce moment-là, en 1958, au cours de sa visite, il rencontre le roi d'Arabie Saoudite, la famille Ibn Saoud. Il est même invité à habiter, à vivre pendant la Umrah dans le palais royal. Il n'est pas un simple pèlerin, il est invité personnel du roi Saoud. Il s'y rendra une deuxième fois en Arabie Saoudite, là en 1967, là pour faire le Hajj complètement. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous rappeler les événements importants de cet homme quelque peu oublié de l'histoire. Au-delà du fait qu'en 1900, déjà en démarrant, en 1931, il a été président de la réunion à Delhi de la Ligue musulmane de l'Inde, élément important de la constitution du Pakistan. Mais déjà en 1947, Sir Zafrullah Khan représente le Pakistan à l'Assemblée générale des Nations unies. Il est le représentant de la délégation pakistanaise. Et il plaide, comme nous l'a rappelé aussi Djelaï tout à l'heure, il plaide pour une position commune du monde musulman sur la question palestinienne. Il était un grand défenseur des libertés des populations et des peuples. On a parlé de la Palestine, c'était quelque chose de très important pour lui. Cette même année, en 1947, il est nommé ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Il a eu cette fonction pendant 7 ans. Même si le premier ministre du Pakistan a changé 3 fois, lui est resté en fonction. Il avait la reconnaissance de ses pairs, de son pays et des autorités extérieures du Pakistan dans sa fonction et dans cette fonction.
C'est ainsi qu'il a représenté le Pakistan de 1948 à 1954. Il a représenté le Pakistan au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a plaidé pour la libération, comme vous le disiez, Djilali, du Cachemire, qui était occupé par les Indiens. Il a plaidé pour la libération de la Libye, de l'Irlande du Nord, de l'Érythrée, de la Somalie, du Soudan, bien sûr du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. C'était un pourfendeur de la paix. Pour lui, la paix était très importante et la libération des peuples. Mais en 1953, le Pakistan a subi des événements terribles, des émeutes intercommunautaires musulmanes se sont passées en 1953, où là, les extrémistes religieux du Pakistan demandaient l'expulsion pure et simple de Sir Zafrullah Khan du Pakistan parce qu'il appartenait à la communauté musulmane Ahmadiyya. Parce qu'il appartenait à la communauté musulmane Ahmadiyya. À cette époque, il y a même eu, ces événements terribles du Pakistan, la mise en place pour la première fois de son histoire des lois martiales au Pakistan. Mais devant la pression extrême de ces extrémistes musulmans au Pakistan, Sir Zafrullah Khan a démissionné de ses fonctions en octobre 1954. Il ne pouvait plus rester ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Ce n'était plus possible pour le bien même de son pays. C'est alors qu'il deviendra juge à la Cour internationale de justice jusqu'en 1961 à La Haye, aux Pays-Bas. Et il a même, de 61 à 64, présidé l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, au même titre que tous ceux qu'on entend aujourd'hui, Boutros Boutros-Ghali, il y a quelques années, il a été président de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Après, il est devenu président également, de 64 à 73, de la Cour internationale de justice à La Haye. Il était reconnu, de par ses fonctions historiques et ses fonctions d'avocat, d'être un homme juste. Quelque peu, avec tous ces éléments, on pourrait en citer pendant des heures, c'est un homme oublié de l'histoire, de la grande histoire. Il n'est pas connu, reconnu, il est vrai, mais oublié. Il se retira de la vie publique et politique en 1973. Il prit sa retraite et passa 10 ans en Angleterre, avant enfin de pouvoir rentrer au Pakistan en 1983 pour y finir ses jours. Il décédera au 1er septembre 1985 après une longue maladie, mais il put enfin rentrer chez lui et il put enfin être enterré dans son pays. Il est enterré aujourd'hui à Rabwa, au Pakistan, au sein du cimetière de la communauté musulmane Ahmadiyya. Jazakumullah, c'est très important tout ce que vous avez dit, ce palmarès, où cet homme a vraiment œuvré pour la paix toute sa vie, pour tous ces pays musulmans, notamment vous avez cité tout à l'heure l'Algérie, cet homme qui était de confession musulmane Ahmadiyya. Aujourd'hui en Algérie, il y a des répressions, il y a de la persécution contre cette communauté. Comment est-ce que, en quelques mots, vous pouvez répondre à ça? C'est vrai que quand on voit ce qu'a fait, quelque part par le biais de ses passeports diplomatiques Sir Zafrullah Khan, on peut se poser la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en Algérie, les musulmans ahmadis sont interdits de prier, de pratiquer leur culte? Comment est-ce que vous aurez peut-être un message à passer peut-être au gouvernement il n'y a pas que l'Algérie, il y a d'autres pays du Maghreb qui persécutent cette communauté alors qu'elle n'apprenait et ne prône que la paix. À chaque fois que, Ghislain l'a dit, à chaque fois que Sir Zafrullah Khan est intervenu tout au long de sa carrière et de sa vie, c'est pour que la paix règne entre les gens. Donc comment, si vous pouvez, je ne sais pas, donner une petite idée ou quelque chose pour essayer de... Oui. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit, l'imam al-Mahdi vient pour faire revivre l'esprit du véritable islam, l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une notion importante parce que Sir Zafrullah Khan a baigné aussi dans cette tarbiya, dans cette éducation Ahmadi, qui lui ont donné de fortes convictions personnelles
et qui lui ont dit justement, et ses convictions personnelles nous poussent à agir de la meilleure des façons, pour nous-mêmes, c'est-à-dire en faisant un jihad nefs très important pour nous-mêmes dans un premier temps, pour nos familles, dans nos emplois, pour notre pays, pour notre patrie. Et je pense que Sir Zafrullah Khan l'illustre parfaitement. C'est-à-dire que l'éducation qu'il a eue Ahmadiyya, l'éducation qu'il a eue musulman Ahmadi, l'a poussé vraiment à faire vivre ces enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient pour les libertés des minorités religieuses. Et Sir Zafrullah Khan l'a démontré. Il était pour la liberté des pays qui étaient sous l'emprise du colonialisme, que ce soit la Palestine, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, que ce soit la Libye. Il a vraiment œuvré, on l'a vu, je pense qu'on ne peut pas en dire plus, il a vraiment lutté. La problématique, c'est que cet homme-là était tellement investi, mais encore une fois, de l'autre côté, que s'est-il passé? L'extrémisme musulman qui bloque quelquefois l'élan qui a été pris par Sir Zafrullah Khan. On a une personne qui se dévoue corps et âme pour aider les pays en question, et les extrémistes musulmans, ils viennent freiner, et il a dû démissionner à cause de ses convictions religieuses. On en parlait dans d'autres émissions de Al-Haqiqa. Est-ce qu'on doit juger une personne sur ses convictions religieuses, alors qu'il est un bienfait pour ce pays? Est-ce qu'on a le droit de juger? Je vous conseille justement d'aller voir, parce que je ne vais pas réargumenter sur ce sujet-là. On a donné plein d'arguments, que ce soit au niveau hadith et Coran, comme quoi qu'on ne peut pas juger des personnes sur ses convictions religieuses, qu'on ne peut pas juger une personne sur ses croyances, parce que la croyance appartient est définie entre Allah et son serviteur. Et personne n'a le droit d'intervenir ici. Mais il a été jugé par ses opposants. Alors ce qu'il faut savoir aussi, pour répondre plus précisément à votre question, c'est que à l'époque, il y avait des pays qui étaient libres et qui auraient pu agir pour les pays comme l'Algérie ou comme pour justement agir pour l'indépendance de ces pays. Beaucoup auraient posé cette question. Oui. Il l'a fait parce que c'était son poste. Il l'a fait parce que c'était son poste. On entend souvent cette accusation. Encore une fois, à chaque fois, on aura des accusations. À chaque fois, on voit que c'est des accusations qui sont sans fondement. Là, on a un Ahmadi musulman qui est un modèle pour son pays, qui s'est investi corps et âme pour son pays, et on trouve encore le moyen de critiquer cet homme. Est-ce que nous sommes là pour critiquer des personnes qui s'investissent corps et âme pour leur pays, pour leur patrie, et pour la libération des autres pays? Est-ce que c'est là notre rôle? C'est la question que je pose aussi à un moment donné. Je pense qu'il faut s'arrêter, et il y a un verset dans le Saint-Coran qui dit: si Allah l'aurait voulu, il aurait fait tous de nous des croyants, une seule communauté, une seule religion. Mais il a fait que nous soyons des peuples différents, que nous ayons des convictions religieuses différentes. Pour quelle raison? Pas pour que nous battions les uns les autres, mais pour nous éprouver à ce moment-là, pour savoir quel est celui qui va exceller en ayant le meilleur comportement dans sa façon d'agir avec les autres. Et là, encore une fois, il a été vraiment dans l'application de ce verset, il a essayé d'agir du mieux qu'il pouvait pour lutter en repoussant le mal par le bien. Justement, sur le meilleur comportement, et puis là, pour une fois, on a un peu de temps. Ce qui change de l'habitude, on doit écourter. Donc, comment réagissent la plupart des Ahmadis qui sont persécutés, notamment au Pakistan, et ça dure depuis pas mal de décennies maintenant au Pakistan, en Algérie depuis un peu moins longtemps et avec moins d'intensité. On sait qu'il y a eu de la persécution aux Comores, ou dans certains pays comme, je crois, en Indonésie ou Malaisie. Comment réagissent-ils à toutes ces persécutions, au fait qu'on leur interdise aussi, on en avait parlé dans une émission d'Al-Haqiqa, le fait d'être interdit de prier, de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, de dire salamu alaykum par exemple. Pour un Ahmadi, c'est passible de 7 ans de prison au Pakistan. Comment réagissent-ils à toutes ces persécutions depuis pas mal d'années, sachant que beaucoup auraient réagi avec beaucoup moins d'intensité, par la violence? Comment réagissent-ils? J'ai envie de dire juste une expression: amour pour tous,
haine pour personne. C'est le slogan. C'est la devise de la communauté musulmane Ahmadiyya. Malgré les persécutions que nous avons à l'encontre de la communauté musulmane Ahmadiyya, notre calife nous demande d'agir et de repousser le mal par le bien, à l'image de ce qui est écrit dans le Saint-Coran, parce que c'est islamique, tout ça, de repousser le mal par le bien. Et il nous enjoint la patience et l'endurance et de prier pour nos ennemis. C'est ça la philosophie de la communauté musulmane Ahmadiyya, et je dirais par extension la philosophie de l'islam. Nous devons endurer, même si nous sommes dirigés par une personne mauvaise, nous devons résister, nous devons être patients et endurants. Il y a un hadith qui dit même si vous avez à votre tête une personne avec un œil de raisin, un abyssin, il me semble, un esclave abyssin avec un œil de raisin, etc., qui vous gouverne, vous devez obéissance. Nous sommes vraiment dans cette façon de fonctionner, et c'est très important pour qu'il y ait l'ordre, pour qu'il y ait du respect entre les personnes. Nous devons aussi accepter le destin que Allah nous envoie et lutter de la meilleure des façons en étant bon, en étant honnête. Je vais rajouter une chose importante. Tout à l'heure, j'avais cité dans ma présentation l'émir Abdelkader. Il me semble important ici de revenir, parce qu'il s'agit de l'histoire algérienne, de revenir sur ce personnage incroyable. Parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, l'Algérie a une histoire. Et nous sommes fiers de cette histoire que l'Algérie a vécue finalement, et se sont battus pour des valeurs. Quelles sont ces valeurs? La liberté, première valeur importante. La défense des plus faibles, parce qu'à un moment donné, les Algériens étaient eux aussi considérés comme faibles, et qui étaient venus apporter le soutien? Les Ahmadis à l'époque, Shir Zafullah Khan, comme on l'a vu. Donc apporter la défense des plus faibles, des minorités, c'est important. Et vous savez, dans l'histoire de l'émir Abdelkader, lorsqu'il était en Syrie, il a fait une chose extraordinaire. Il y avait une communauté chrétienne qui était envahie, qui était persécutée par des extrémistes religieux musulmans. Qu'est-ce que l'émir Abdelkader a fait? Il a pris la défense de ces minorités religieuses chrétiennes. Et il a réussi à se battre physiquement contre ces extrémistes religieux pour défendre ces minorités chrétiennes. C'est aussi ça, la connaissance. C'est parce qu'il appliquait aussi les enseignements qui étaient tirés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est triste aujourd'hui de voir des enseignements qu'on nous a donnés. Il est triste de voir aujourd'hui qu'on fasse l'inverse des enseignements que nous avons reçus. Quand j'ai cité Ben Badis par rapport à Yawm al-Alm, le jour Yawm al-Alm, qui est un jour important dans l'histoire, dans la communauté algérienne, c'est fêté tous les ans, le 16 avril. Pourquoi il est important ce jour-là? On fête le jour de la connaissance. Mais qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, elle est liée aussi au respect et à la sagesse qu'on a vis-à-vis des autres communautés, vis-à-vis des autres personnes, qu'elles soient de convictions religieuses différentes, qu'elles soient de cultures différentes. Et on a énormément d'exemples dans le Saint-Coran qui nous parlent de tout ça. Le Coran nous dit « Je vous ai créé sous forme de peuples et de tribus, afin que vous entraidiez entre vous. » Donc c'est une chose importante, nous sommes ici en train d'appliquer les enseignements du Saint-Coran, pas plus ni moins. On n'a pas d'innovation, nous sommes musulmans. Shir Zafullah Khan était musulman, Ahmadi, et nous lutterons et nous ferons notre mieux par rapport aux fonctions que Allah nous a données. C'est-à-dire que moi, dans ma fonction, en France, je vais avoir une fonction, je vais faire de mon mieux pour être le meilleur dans ma fonction. Gislain, dans sa fonction, par rapport à l'éducation que nous avons au niveau Ahmadiyya, il va faire de son mieux par rapport à l'éducation aussi que nous avons à l'Ahmadiyya, faire de son mieux pour être aussi le meilleur de ce qu'il fait. Et c'est comme ça que nous formons les jeunes de la communauté musulmane Ahmadiyya à donner le meilleur de eux-mêmes pour leur pays, pour leur patrie, pour leur famille, pour eux-mêmes. Où vous voyez
la question qu'il faut se poser, où est le danger? Mis à part que nous sommes ici, nous pouvons apporter que du soutien à tous les pays dans lesquels nous nous trouvons. Il faut savoir... Il y a un ministre aussi qui sert au gouvernement anglais et qui fait partie de la communauté musulmane Ahmadiyya. Bien sûr. Jazakumullah Djilali, merci beaucoup à vous Ghislain et Djilali de nous avoir donné ces explications combien oubliées de cette personne qui était un homme très important dans la vie politique et qui faisait partie de cette communauté musulmane Ahmadiyya, vraiment un homme d'exception qui s'est battu pour le droit des musulmans, de l'indépendance des pays colonisés. Merci à vous de nous avoir éclairés sur ce sujet passionnant et sur cet homme, Sir Zafar Khan, rahmatullah. Il est triste de voir aujourd'hui toutes ces fausses accusations au sujet de la communauté musulmane Ahmadiyya et de voir la communauté de Sir Zafar Khan calomniée, dénigrée de la sorte dans certains pays. Pourtant, Allah dit dans le Saint-Coran, qui n'est pas reconnaissant envers les hommes n'est pas reconnaissant envers moi. Il est triste de voir des musulmans Ahmadis souffrir, emprisonnés en Algérie ou ailleurs sur le seul fait qu'ils soient Ahmadis, alors que l'islam est pour la liberté de culte et de conscience. Malgré le fait de voir nos frères souffrir, nous continuerons à prier pour une Algérie plus tolérante. Jazakumullah de nous avoir écoutés, qu'Allah accorde patience et endurance à nos frères face à ces épreuves. J'espère que le gouvernement algérien, Inch'Allah, prendra des bonnes décisions comme il l'a toujours fait, comme nous le voyons près du peuple palestinien, ou a refusé d'aller faire la guerre au Yémen. Sage décision. Jazakumullah de nous avoir suivis. Wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.